Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de votre grand angle. Et un Brexit est-il toujours possible? Le 29 mars prochain, Theresa May a vu son accord de sortie de l'Union rejeté massivement au Parlement cette semaine. Elle doit présenter un plan B ce mardi. Mais que faut-il en attendre? On en parle avec vous, Pascale Joannin. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, spécialiste aussi des questions européennes. D'abord, ce revers de Theresa May devant son Parlement, est-ce que vous vous y attendiez? Oui. L'ampleur, non. Mais c'était massif. Hein. Voilà. Le rejet, oui, parce qu'elle n'a jamais associé le Parlement aux négociations qu'elle a eues avec Bruxelles, notamment au sein du parti conservateur qui est le sien, où il y a à la fois des opposants au Brexit, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, qui sont les plus connus, mais il y a aussi des Remainers, c'est-à-dire des partisans du maintien. Et entre les deux, elle n'a pas réussi à faire une synthèse. Elle a négocié ce qu'elle pensait être bien, elle, mais sans laisser le Parlement. Et donc, au bout du compte, elle a eu ce vote la semaine dernière, qui était d'une ampleur, en effet, la plus grande, disent les historiens britanniques parlementaires, en effet, depuis 1924. Et donc là, en effet, c'est là où elle est faible aujourd'hui, parce qu'il faut qu'elle trouve un plan B d'ici lundi, oui, qui reçoive l'adhésion au moins du parti qui est le sien, ou d'une majorité de parlementaires, en allant chercher quelques travaillistes modérés qui sont sur une ligne différente de celle de leur leader, Jeremy Corbyn. Alors, qu'est-ce qui bloque du côté britannique sur cet accord? Le refus de Theresa May de rester dans l'union douanière, par exemple? Alors oui, c'était une ligne rouge qu'elle a donnée très tôt, en disant qu'il fallait sortir de l'union, pas rester dans l'union douanière. Moi, je rappelle simplement qu'aujourd'hui, il y a des pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui sont en union douanière avec l'Union européenne. Ça ne leur pose pas un problème majeur. Allez-y. Non. Theresa May, donc, vous l'avez dit, va présenter donc, un plan B ce lundi. Est-ce qu'on sait déjà à quoi s'attendre? On dit que ça va ressembler, grosso modo, au plan A. Hein. Ben si ça ressemble au plan A, bis repetita, elle n'aura pas la majorité et donc ça sera difficile pour elle. Là, au moins, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible, de nouveau, qu'elle discute. Alors, je crois qu'elle l'a commencé avec tous les chefs de parti qui sont présents au Parlement, sauf Jeremy Corbyn qui lui a dit qu'il y avait une condition. Une condition pour négocier, ouais. Une condition pour négocier, c'est qu'elle lève cette ligne rouge sur l'union douanière. Et en effet, c'est la question donc de l'Irlande, puisque le 23 juin 2016, quand les Anglais ont voté, et à l'appel d'un certain nombre de responsables conservateurs, personne n'a imaginé alors qu'il y aurait une frontière terrestre entre la province d'Irlande du Nord et l'Irlande. Et c'est ce point-là qui est le plus difficile sur cet accord de retrait. C'est celui-là sur lequel elle peut essayer d'obtenir quelques mesures de l'Union européenne. Déjà, la semaine dernière, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk lui ont dit que ce n'est pas un backstop qui se mettrait en place tout de suite, qui serait sur le long terme, ça serait très conditionnel, etc., et qui ont assoupli un petit peu. Ça n'a pas suffi, donc il faut qu'elle présente quelque chose cette fois-ci, où il y a quand même de la nouveauté pour que son Parlement le vote, puisque cet accord de retrait sans vote du Parlement britannique n'a aucun effet. Est-ce qu'une sortie sans accord est possible aujourd'hui? Alors, elle est possible, bien sûr. Hein, s'il n'y a pas d'accord le 29 mars et qu'elle n'a pas retiré ou n'a pas demandé l'extension de l'article 50 qu'elle a invoqué le 29 mars 2017, c'est pour ça que la sortie est prévue le 29 mars 2019, on va vers un Brexit sans accord. Mais là aussi, personne n'en veut vraiment, parce que tous les instituts de prévision économique, qu'ils soient britanniques, internationaux, ont dit que ça serait le scénario qui serait le plus dommageable pour l'économie britannique et accessoirement pour l'économie européenne. Donc il y a beaucoup à perdre dans ce scénario qui ouvrirait la porte en plus à, on ne sait pas comment ça va se passer, à certainement de beaucoup de cafouillages dans les transports, beaucoup de difficultés pour les entreprises à commercer. Donc il faut s'y préparer, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe en France l'autre jour et d'autres gouvernements, mais c'est le scénario le pire auquel personne n'envisage d'arriver, sauf si, en effet, Mme May s'entête à vouloir sortir le 29 mai en disant il n'y a pas d'accord. Le 29 mars. Ouais.
Et justement, est-ce que, pour le moment, la Grande-Bretagne n'a pas demandé un report pour sa sortie de l'Union le 29 mars. Est-ce que vous croyez qu'elle puisse parvenir à un accord d'ici là? Ça paraît impossible. Ça paraît très difficile, parce qu'il faut aussi que cet accord soit présenté, voté. Ce plan B, s'il est présenté lundi, sera voté le 29 janvier. S'il n'est pas adopté le 29 janvier, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la solution? Mais le retrait de l'article 50 ou l'extension de l'article 50, on peut le demander jusqu'au 29 mars. Donc, ce n'est pas définitif. Il peut y avoir en effet une demande, mais de la part du gouvernement britannique, pour dire je retire. Retirer, c'est de façon unilatérale, il n'y a qu'elle qui peut le faire, c'est-à-dire l'État membre qui l'a invoqué. Si elle demande l'extension de l'article 50, c'est-à-dire dire on va sortir, mais pas le 29 mars. Là, il faut qu'en effet, elle négocie avec l'Union européenne et que l'unanimité des États membres qui composent l'Union européenne soit d'accord. Et ça serait sur une courte durée probablement, puisque nous avons un rendez-vous électoral européen. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Le 23 mai, enfin le 26 mai en France, et où en effet on va élire les nouveaux députés européens. Il est prévu que, puisque le Royaume-Uni sortant, il n'y ait pas de députés britanniques qui siègent au Parlement européen, le Parlement européen qui sera élu à la fin du mois de mai entrera en vigueur le 1er juillet. Donc elle pourrait en effet, on pourrait lui accorder au moins 3 mois d'extension si elle le demande. Mais pas plus, puisque ce serait un vrai casse-tête. On élirait des députés provisoires, la Grande-Bretagne devrait organiser des élections européennes. Tout à fait, ça serait très compliqué. Donc je pense que c'est un scénario qui est... Et puis le dernier scénario dont on n'a pas beaucoup parlé encore, parce que Theresa May l'a exclu elle aussi, mais enfin bon, au point où on en est, il faut quand même l'évoquer, c'est ce deuxième référendum qui est demandé par des anciens premiers ministres. Tony Blair, justement, dans un autre moment, on a dit qu'il fallait... Ou John Major pour le Parti conservateur. Ouais. Un certain nombre de gens qui souhaitent en effet que le pays reste dans l'Union se disent mais il faut faire revoter parce qu'on a fait voter les gens, mais on se rend compte que sortir de l'Union européenne, c'est très difficile. On n'arrive pas à trouver une solution qui soit satisfaisante. Donc, est-ce qu'on ne redemanderait pas? C'est pas aujourd'hui la solution qui est imaginable immédiatement, mais ça pourrait le devenir si, en effet, le 29 janvier, le nouveau texte que Theresa May présenterait serait rejeté également par le Parlement britannique. Mais organiser un nouveau référendum, ce ne serait pas nier la volonté du peuple et derrière faire aussi monter les populismes? Déjà, le référendum du 23 juin 2016, c'est la première marque d'une montée du populisme en Europe. On dit qu'elle a lieu aujourd'hui dans beaucoup d'États membres. Non, elle a eu lieu la première fois. C'était le premier marqueur, en tout cas, en Europe. C'était le premier marqueur d'une volonté du Premier ministre conservateur de l'époque de rabibocher en effet les deux camps de son parti, dont on voit bien qu'il a échoué, puisque les deux camps de son parti, aujourd'hui, que ce soit les Brexiteurs ou les Remainers, sont toujours déchirés, que Mme May n'arrive pas à avoir une majorité au sein du parti qui est le sien. Et donc, en effet, ça a été un échec de David Cameron. Et on voit aujourd'hui toutes les difficultés de Theresa May à essayer de mettre en œuvre quelque chose. Donc, quand on n'y arrive pas, il faut peut-être se rendre à l'évidence, soit demander du temps. On peut très bien dire aussi, l'article 50, je l'invoque plus aujourd'hui. On va reprendre en main les choses et puis on sortira quand on sera prêt. Sur le Brexit, comment vous analysez l'attitude de l'Europe? On parle d'une position dure. Je rappelle que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a prévenu vendredi Theresa May, justement, qu'il n'y aurait pas d'ajustement à l'accord sur le Brexit. J'allais dire... C'est une manière de dissuader les autres? Non. Heureusement que l'Union européenne était là, parce que ce n'est pas elle qui a voté, mais les Anglais ont été infichus de dire ce qu'ils voulaient après le résultat du vote du 23 juin 2016. Et ils s'y attendaient peut-être pas non plus à ce résultat. Ils s'y attendaient peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu 2 ans et demi, donc ils auraient pu quand même, puis ils ont eu une diplomatie, ils ont une administration, etc. Ils ont été infichus de dire ce qu'ils voulaient. Or, l'Union européenne a tout de suite mis 3 points sur le tapis. La situation des citoyens britanniques et européens qui vivent de part et d'autre de la Manche, le budget qui resterait en effet à payer, puisque le budget de l'Union européenne c'est sur 7 ans, donc 2014-2020, il restait en effet plus d'1 an et demi. Et puis cette fameuse frontière irlandaise. Alors sur le cas des citoyens européens, il n'y a pas grand-chose à négocier, puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, et c'est dans l'intérêt des hommes. Sur le budget, les Britanniques ont accepté de payer ce qu'ils devaient. La parole est engagée, donc en effet, c'est eux qui partent, c'est pas l'Europe qui les met dehors. Il reste la question irlandaise, parce que tout ça, en effet, ces 3 points, c'est le début de quelque chose qui permettrait, pour eux,
puisque ça a quand même été un des objectifs de ce référendum et de ce Brexit, c'est de dire on va faire autrement, on va avoir une nouvelle relation. Mais cette nouvelle relation avec l'Union européenne, elle ne peut s'établir de manière sereine que s'il y a en effet cet accord de retrait. L'Union européenne, elle a été unie, elle a mis ses 3 points et uniquement ces 3 points. L'Irlande en fait un cas, bien entendu, absolument majeur, le Premier ministre irlandais, parce qu'en effet, il en va de l'avenir de la paix dans cette île qui a été fragile jusqu'à il y a 20 ans. Donc personne, y compris les Brexiteurs ou les Irlandais du Nord aujourd'hui, ne veulent réinstaurer une frontière dure, physique, etc. Mais pour qu'il n'y ait pas ce retour à la frontière physique dure, il faut en effet imaginer une solution. Il y en a. Les Anglais ne veulent la plupart du temps pas celle qui existe. Ils en voudraient une spéciale, mais ils sont incapables de dire laquelle. Et donc, il va peut-être falloir qu'ils choisissent dans les solutions qui existent aujourd'hui pour qu'en effet, ils y arrivent à trouver une solution avant le 29 mars. Dernière question, d'une manière plus large, avec la montée des extrêmes dans plusieurs pays européens, est-ce qu'il y a un risque de voir le projet européen se disloquer ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de possible quand on voit, par exemple, qu'en Allemagne, l'extrême droite de l'AfD a brisé le tabou en évoquant une possible sortie de l'Union? Alors, ça a en effet été proposé par l'Alternative für Deutschland. Moi, je note quand même que d'abord, il n'y a aucun pays qui a emboîté le pas du Royaume-Uni pour sortir, que les partis populistes, celui qu'on connaît en France de Marine Le Pen, n'invoque plus ni la sortie de l'Union européenne ni de l'euro, que les populistes qui ont été élus en Italie ne le demandent plus non plus. L'Europe a beaucoup de défauts, mais elle a tellement de qualités que personne n'invoque plus aujourd'hui. Et les Allemands, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui irait au bout. D'ailleurs, ils ont été suivis par les services de renseignement qui demandent une enquête. Pourquoi, en effet, etc. Parce que, en effet, ce n'est dans l'intérêt de personne. Il faut faire avec et puis essayer d'améliorer l'Union européenne en mettant en avant peut-être des choses qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Mais ça, c'est aux États membres qui la composent de décider de renforcer. Faire la promotion de l'Europe aussi, exactement, tout simplement. Et de mettre peut-être davantage dans le pot commun européen des politiques qui n'y sont pas aujourd'hui et que les citoyens attendent, comme la sécurité et la défense ou la lutte contre le terrorisme et l'immigration. Merci Pascale Joannin d'avoir été Merci. notre invité et d'avoir fait cette analyse sur le Brexit.